ça marche. Et le partage. Oui, voilà. Ça y est. Là, ça devrait marcher. Et là, vous devriez voir l'image qui va s'afficher. Ça y est. Oui. Ouais. Chargement. Chargement. Tu vois bien, Gilles? Tiens, attends, tourne l'écran. Parce que moi, j'ai déjà l'écran là. Ouais. Oui, on l'a. Voilà. Bravo, super. Donc, logique. Logique, on va débattre. On va commencer tout de suite à jouer. Voilà, je parie que tu ne connais pas la définition de perception directe. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie, ouais, c'est ce qu'on commence par ça, ouais. On commence toujours par ça. Pour les personnes qui ont suivi la toute première session, on a parlé de ça, ouais. Ok, donc la raison n'est pas établie. Ok. Quoi? Ah, si, c'est bon. La raison n'est pas établie, ouais. Ok, et donc que va dire l'objecteur? Va dire, il s'ensuit donc que tu connais la définition de perception directe. J'accepte. Ok, j'accepte. Très bien, oui. Don, qui a la définition de perception directe? Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Oh là là, waouh, ça c'est magnifique. Bravo, Christine. Cognition libre de conceptualisation et non erronée. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une cognition? Une cognition? Oui. Une conscience. Ouais. Ouais, c'est un événement mental. Ouais, c'est une conscience. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Libre de conceptualisation, ça veut dire quoi? Oui? Ça veut Allô? dire que ça passe pas par les concepts. Voilà. Oui. Et il y a quelqu'un qui était prêt à poser une question? Moi, je serais prêt à en poser une. Oui. Alors, en fait, l'idée qu'on puisse avoir une perception qui échappe à un concept, c'est déjà pas évident du tout, je trouve. Oui. Enfin, je sais pas, par exemple, je regarde un meuble, je me dis, bah tiens, c'est une table, Oui. alors que c'est déjà un concept. Oui. Alors, si tu Alors, est-ce que tu dis, est-ce que tu penses je regarde un meuble ou est-ce que tu regardes le meuble? Vas-y, installe-toi, Thomas. Bah, Enfin, est-ce que tu conceptualises je regarde le meuble ou est-ce que simplement tu effectues l'acte de regarder le meuble? Ouais, si par exemple là, tout de suite on te dit tiens, regarde la couleur bleue du tonka, du moine qui est debout. Donc tu regardes la couleur bleue, tu la regardes visuellement. Est-ce que tu conceptualises ou pas? Bah, moi, j'ai envie de dire oui quand même. Enfin. Oui, est-ce que ta conscience visuelle conceptualise? Parce on peut penser à quelque chose pendant qu'on le voit. Là, je suis d'accord avec toi. On peut penser à quelque chose pendant qu'on le voit. Ouais, on peut même avoir un jugement. On peut dire, tiens, c'est pas un bleu qui m'irait, etc., etc. Ça lui donne un teint, etc., etc. Ouais, on pourrait conceptualiser pendant qu'on voit le truc. Mais ceux qui voient la conscience visuelle, est-ce elle conceptualise? Est-ce qu'une conscience visuelle a la capacité de penser? Je dirais non, mais je pense que tu voudrais que je dise non, mais j'en suis pas persuadé. Alors, il faut essayer de voir, est-ce qu'une conscience sensorielle, quand c'est une conscience sensorielle par exemple, et là on parle des perceptions directes en général, mais là si on parle d'une conscience sensorielle en particulier, parce qu'on va voir les divisions des perceptions directes, une conscience sensorielle en particulier, est-ce qu'une conscience auditive pense ou est-ce que c'est en dépendance de cette conscience auditive qu'on va penser, qu'on va dire tiens c'est un son agréable, tiens ça me rappelle quelque chose, etc. Alors, par rapport, moi j'ai peut-être une remarque par rapport au toucher. Si on touche le feu, instinctivement la main va se reculer et instinctivement on va dire c'est chaud, c'est brûlant. Oui, on va peut-être le dire. Est-ce que ça c'est pas... Oui. Et donc du coup, on voit bien que quand on se brûle, on a un concept du feu, enfin on a une conscience qui va avec, parce que sinon on ne retirerait pas la main. Ouais, mais c'est la conscience tactile en fait qui va donner l'information au cerveau de retirer la main. Oui. Ça passe même pas forcément par le cerveau, ça. Oui. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Ça passe quand même par le cerveau, même un réflexe, ça passe par le cerveau. Ça passe par le cerveau, mais pas par le concept. Mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Pas de la même manière. C'est exactement. Okay. C'est instinctif, c'est réflexe en fait. Et quand c'est réflexe, on n'a pas le temps de penser.
Ouais, parce que ça prend quand même un certain temps de penser, tiens, c'est chaud et brûlant, etc. Ça prend du temps. Et là, on retire juste la main. Ouais. Ouais, vous êtes d'accord? Ok, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein. Je vous encourage à ne pas être d'accord. Mais si vous êtes d'accord, ça m'arrange. Ok. Libre de conceptualisation, ouais. Ça veut dire que... Oui, Je peux faire une remarque. Ça bien n'empêche que sûr. quand on voit, admettons, ok, on est d'accord, les perceptions sensorielles directes, il n'y a pas de concept. Pour autant, c'est compliqué il y a une différence entre quand on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu et quelque chose qu'on a déjà vu. Ah, Oui, tout à fait. c'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est que alors il faut lire les 400 pages de Recognizing Reality de Geshe Dreyfus. En effet, on reconnaît la réalité, ouais, plutôt que la connaître. On la reconnaît, ouais, d'une certaine manière, ouais. Donc, mais malgré tout, on peut quand même. On n'est pas obligé de tout connaître d'un objet pour le connaître. Ouais, on n'est pas obligé de reconnaître une table pour la connaître. On peut voir pour la première fois une table qui vient juste d'être fabriquée. Pas made in China, surtout pas aujourd'hui, en plus le 10 mars. Une table qu'on vient juste de voir pour la première fois, ouais, qui vient juste de sortir de l'usine. On la voit pour la première fois et pourtant on reconnaît que c'est une table, non? Ah, c'est intéressant. Ah, c'est intéressant. Est-ce que c'est pas parce qu'on a déjà le concept de table? Alors en fait, Non, moi je dis ça, c'est ce que je me oui, pose la question. on a aussi le concept de table, exactement. Et même si on ne l'avait pas, on pourrait tout à fait voir une table sans savoir que c'est une table. Ça veut dire que Et on ne la notre... nommerait pas parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Oui, on ne la nommerait pas, tout à fait, exactement. Ça veut dire que quand un enfant apprend ce qu'est une table, il voit la table avant qu'on lui dise c'est une table, non? Oui. Qu'il voit un objet malgré tout, sans savoir que c'est une table. Mais il voit une table. On ne peut pas dire qu'il ne voit pas une table. Ouais, il voit une table sans pouvoir la nommer. Ah, c'est pareil pour une vache, elle boit dans un fleuve sans savoir que c'est la Loire, par exemple. Ouais, sans même savoir que ça s'appelle fleuve ou rivière, etc. Ouais, ou eau. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Donc, bien sûr qu'on verra les consciences conceptuelles et on verra qu'elles ont un intérêt particulier. Ouais. Elles vont aider à reconnaître la réalité. Mais là, les perceptions directes sont nécessairement libres de conceptualisation. Ouais, ouais, ça joue. Et elles sont non erronées. Ah là là, attention. Attention. Très bien. Donc là, l'objecteur dit il s'ensuit que le sujet cognition libre de conceptualisation et non erronée est la définition des perceptions directes. Oui, Gilles accepte. Oui, j'accepte aussi. Oui. Très bien. Qui d'autre? J'accepte. Est-ce que j'ai Oui. une question, pardon, et je m'arrête après. Cognition, est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose que le mot connaissance? Alors, c'est assez similaire, mais justement, ce que dit Geshe Dreyfus dans Recognizing Reality, il dit que c'est pas tout à fait le terme qu'il faudrait employer connaissance. Lui, il dit knowledge, bien sûr, parce que c'est en anglais. Parce que connaissance, c'est un contenu informatif qu'on a dans la conscience. Ouais. Par exemple, je connais l'alphabet. Ouais. Je connais telle ou telle personne, etc., etc. Oui. Et donc, ça, c'est un contenu informatif qu'on a dans la conscience. Ouais. On pourrait dire que c'est de la mémoire, c'est du concept, etc. On pourrait dire d'une certaine manière. Mais quand on parle d'une cognition, c'est un événement mental. Ouais. Et il n'y a pas nécessairement un contenu informatif extrêmement profond. Ça veut dire que ça peut être une cognition fausse. Ouais. Ça peut être une cognition inattentive, ça peut être un doute, etc., etc. Ouais. Donc c'est un événement mental, mais c'est pas nécessairement de la connaissance dans le sens où on l'entend habituellement, une connaissance, donc un contenu informatif qui est engrangé temporairement dans une conscience. Ouais. Ouais, ça vous parle? Et Bravo. Merci beaucoup. oui, excuse-moi, non erroné par rapport à quoi? Alors, c'est justement ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Exactement, on va voir ça. C'est très important. Très important. Exactement. La définition de conscience, c'est clair et cognitif. Et cognition, la définition de cognition, on pourrait dire, bah, c'est du mental. Ouais, parce que mental, cognition, conscience, entendement, tout ça, c'est équivalent. Ouais. Très bien, exactement. Donc, là, vu qu'on a donné la définition d'une perception directe comme étant une cognition libre de conceptualisation et non erronée, donc il s'ensuit donc que le sujet, cognition libre de conceptualisation et non erronée, est la définition des perceptions directes. T'es d'accord, Thomas? Cognition libre de conceptualisation et non erronée et la définition des perceptions directes. Il est d'accord? Et donc, j'accepte. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Oui.
Il est censé que le sujet cognition libre de conceptualisation est nécessairement non erroné. Ah bah, c'est ce qu'on va essayer de voir, justement. Est-ce qu'une cognition libre de conceptualisation est nécessairement non erronée? Non. Pourquoi? Pourquoi? Qui dit j'accepte? Qui dit pourquoi? Pourquoi? Donc, si vous dites j'accepte, vous êtes d'accord sur toute la ligne. Si vous dites pourquoi, c'est comme si vous disiez bah non, je suis pas d'accord. Ouais. Alors, Gabi dit pourquoi? Pourquoi? Oh, moi aussi. D'autres? Moi, je demande pourquoi aussi. Ok, Cyril dit pourquoi? Il dit qu'il n'est pas d'accord. Si, Ok. moi je suis d'accord. Ah, tu es d'accord. Parce que je pense que enfin non, c'est pas nécessairement non erroné, c'est que par exemple si on parle d'une perception visuelle, si on a des défauts dans le circuit de l'œil jusqu'au cerveau, eh ben, on peut peut-être avoir une perception erronée par rapport à quoi justement, on en revient à la question de, c'était Stéphane, je crois, hein. Voilà, erronée par rapport à quoi? Par rapport à au consensus finalement, par rapport à ce qui est perçu par, je sais pas, une majorité de personnes ou quelque chose comme ça. Très bien. Qui est-ce qui parlait là? C'est Edith. Edith, bravo, très bien. Ok, on va essayer de voir ça. En effet, ça peut venir de la faculté elle-même. Ouais, les erreurs superficielles, comme on les appelle dans les textes classiques, ces causes d'erreurs superficielles peuvent se retrouver dans la faculté. Ouais. Et donc lui, en effet, il dit comme vous, il dit pourquoi. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement non erroné. Ça peut être erroné, ouais. Mais on va voir justement pourquoi. Donc c'est pourquoi l'objecteur en rajoute une couche et dit donc il s'ensuit que le sujet cognition libre de conceptualisation n'est pas nécessairement non erroné. Ouais. Oui. Elle peut être erronée. Donc il dit j'accepte. Ouais. Et donc là, l'objecteur va lui demander de se justifier. Il dit parce que. Et donc là, le défenseur va dire parce qu'elle peut se tromper. Il y a un écho quelque part chez vous. Je ne sais pas d'où ça vient. On entend la radio ou la télé. Oui, merci. Très bien. Et donc, la cognition libre de conceptualisation, elle peut se tromper à l'égard de son objet apparent. Si elle se trompe à l'égard de son objet apparent, c'est une cognition erronée. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, exactement comme si vous mettez des lunettes roses, eh ben, vous allez lire un livre, la page est blanche, mais vous allez la voir rose, vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, c'est erroné. Vous êtes d'accord? Si de loin vous voyez un mirage, vous avez l'impression de voir une rivière ou un lac, un plan d'eau, etc. Est-ce que c'est valide? Non, c'est pas valide. Il y a pas, si vous vous rapprochez, vous verrez qu'il n'y a pas de plan d'eau. Ouais, c'est juste. Oui. Et pourtant, on le voit, il y a l'apparence. Ouais, il y a une apparence erronée. Vous êtes d'accord? Donc la conscience se trompe à l'égard de son objet apparent. Et donc elle est erronée. Vous êtes d'accord? C'est ça que ça veut dire. Une conscience erronée, c'est une conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, essayez de bien le garder à l'esprit, ça. Très bien, ok. Et donc, justement, si c'est une condition non conceptuelle et qu'elle est erronée, elle est en plus fausse. Parce qu'elle se trompe à l'égard non seulement de son objet apparent, mais en plus de son objet d'engagement. Ouais. Ok, donc ça, c'est ce qu'on va voir progressivement. On va voir Ça a coupé, je n'ai pas. Elle se trompe notamment par rapport à son objet apparent et par rapport à quoi? et de son objet d'engagement. Ouais, son objet d'engagement. Donc, il y a ce diaporama qu'on va essayer de voir ensemble. Il y a un écho, je ne sais pas d'où ça vient. On essaiera de voir ce diaporama qu'avait traduit Virginie, justement. On essaiera de voir ce diaporama sur les objets, parce que ça, c'est très important de savoir quel type d'objets ont nos consciences. Ouais. Donc, ici, vous comprenez déjà ce qu'est l'objet apparent, c'est l'objet qui est compris simplement au moyen de sa simple apparence à l'esprit. Ouais. Ça veut dire que quand vous voyez une table, la table est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle. Vous êtes d'accord? Ouais. De votre conscience, j'ai dit quoi? Ah, j'ai dit conceptuelle? Pardon. De votre conscience visuelle. Vous voyez la table, cette table est l'objet apparent de votre conscience visuelle. Vous êtes d'accord? Ouais, ok. Et elle est aussi l'objet d'engagement de votre conscience visuelle parce que c'est ce que comprend, c'est ce vers quoi s'engage votre conscience visuelle. Ouais. Ok, donc la table, elle est les deux. Ouais. Mais quand vous pensez à la table, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois lors de la révision, quand vous pensez à la table, quel est l'objet apparent de votre conscience conceptuelle? Le concept de table. Ouais. Ouais, ça vous parle? Ok. Et quel est l'objet d'engagement de votre conscience conceptuelle qui pense à la table? La table. La table, exactement. Donc, pour la conscience conceptuelle, la distinction entre objet apparent et objet d'engagement est beaucoup plus nette.
mais pour une perception directe, c'est beaucoup plus flou. Ouais. Ok, donc bien sûr qu'on aura le temps d'en reparler, vous inquiétez pas, hein. Ça peut être un petit peu beaucoup d'informations dès le départ, mais vous inquiétez pas, on aura le temps d'en reparler, de débattre là-dessus. Ok. Et donc l'objecteur en rajoute une couche, il va dans le sens du défenseur, il dit il s'ensuit que si une cognition se trompe à l'égard de son objet apparent, elle est nécessairement erronée. J'accepte. Oui, c'est ce qu'on vient de dire, ouais. Conscience erronée, cognition erronée égale conscience qui se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, donc il accepte aussi. Ok, il s'ensuit que tu connais la différence entre le sujet, les deux, conscience et perception directe. Donc, vous savez, quand on demande la différence, c'est quoi? C'est entre contradictoire, équivalent, 3 possibilités et 4 possibilités. Ouais, ça vous parle à tous? Quand on dit différence entre conscience et perception directe, c'est différence entre conscience directe et perception directe ou différence entre conscience d'un côté et perception directe de l'autre? Entre conscience d'un côté et perception directe de l'autre. D'accord. Ouais. Alors, on va essayer de voir ça ensemble. Donc lui, il dit j'accepte, je connais la différence. Il y a au moins 3 possibilités. Ok. Donc Thomas dit au moins 3 possibilités. Donc 3 possibilités et demie. 3 et demi. Qui dit quoi? Qui dit contradictoire entre conscience d'un côté et perception directe de l'autre. Contradictoire. 4. Équivalent. 4 possibilités. 4 possibilités pour Thomas qui change d'avis très rapidement. J'ai pas encore réfléchi entre 3 et 4, mais ça doit être un des deux. Est-ce que tout le monde voit ce que ça veut dire contradictoire? Qui peut me dire ce que veut dire contradictoire? Là, c'est peut-être que ça s'exclut complètement. Oui, exactement. Ça s'explique. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Contradictoire, ça veut dire qu'il y aurait une croix au milieu. Ouais, il n'y aurait rien qui puisse être à la fois une conscience et une perception directe. Ouais, c'est ça que ça veut dire contradictoire. Ouais, donc c'est ça qu'on essaye de chercher d'abord. Est-ce qu'il y a une base commune ou pas? Est-ce que quelque chose peut être à la fois les deux? Ouais? Oui. Ouais, c'est possible? Ah oui. 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 Vous êtes sûr? Oui. Ok, qu'est-ce qui serait à la fois les deux? Une conscience tactile. Conscience tactile, une conscience Non, tactile. c'est le cognitif, non? C'est le Non, côté justement, cognitif. c'est pas cognitif. Non. Le côté cognitif, si on disait simplement cognition, à ce moment-là, si on disait simplement cognition, est-ce que c'est nécessairement à la fois une conscience et une perception directe? Mais en fait, une perception directe est nécessairement une conscience, non? Ah, donc, si on Pour moi, il y choisit... a 3 possibilités. Ouais. Donc, il y aurait 3 possibilités. Alors, il va y avoir des débats parce que Thomas reste à 4 et Gabi et Cyril disent 3. Et Gilles aussi dit Et Gilles aussi dit 4. Ok. Donc, quelle serait l'illustration? Si on essaye de se fier un petit peu à ce que vous dites, si vous dites 3 ou 4 possibilités, c'est qu'il y a des bases communes. Ouais. C'est-à-dire que quelque chose peut être à la fois une perception directe et une conscience. Qu'est-ce que ce serait? Quelle illustration vous donneriez? Perception directe visuelle? Oui, par exemple, tout à fait. Donc, moi, j'ai mis conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Ouais, c'est de la poésie. Ouais. Conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau. Est-ce que c'est une perception directe? Oui. C'est une perception directe parce que? Elle est non conceptuelle et elle appréhende son objet de manière non erronée. Ok. Mais elle est conceptuelle. Une conscience auditive est conceptuelle. Non, mais Non conceptuelle. par exemple, bah, si Tandis la que, conscience auditive, Cyril disait non, mais Thomas dit oui. bah, si par exemple la conscience auditive appréhende le chant d'un oiseau, il y a du concept. Ah bon? Bah, une conscience auditive qui appréhende un son, je suis d'accord, mais une conscience auditive qui appréhende le chant d'un oiseau. Le chant d'un oiseau n'est pas un son. Le Si, chant d'un oiseau est un son. le chant d'un Et oiseau donc est la un conscience son, auditive appréhendant le chant d'un oiseau est une conscience auditive appréhendant un son. mais ça n'a mais le chant d'un oiseau, c'est un concept. Ah non, le Mais chant d'un oiseau ce n'est. En fait, on passe par la conceptualisation pour formaliser le fait que c'est le fait que c'est un chant d'oiseau, en fait. Oui. Pour le nommer en tant que chant d'oiseau. Mais la conscience auditive, elle n'a pas besoin de dire c'est un chant d'oiseau, elle l'entend, c'est tout. Donc voilà. Bah, non, ça pourrait être un appôt. Ça pourrait être un appôt. Alors, Le ou chant alors d'un la conscience auditive appréhendant le son d'un hapeau. Ouais, la conscience auditive appréhendant le son d'un hapeau, la conscience auditive appréhendant Un son.
un solo de guitare, etc. Il n'y a pas besoin de conceptualiser en disant ça, c'est un solo de guitare de David Gilmour en 1973 dans Dark Side of the Moon. Ah, il y a des connaisseurs. Et donc, il n'y a pas nécessairement besoin de se dire ça. On entend un son, tout simplement. On entend un chant d'oiseau, etc. Après, si on dit c'est un chant d'oiseau ou etc., là, oui, là, c'est conceptuel. Vous êtes d'accord? Mais Oui. la conscience auditive qui appréhende le chant d'un oiseau n'est pas conceptuelle. Ok, elle n'est pas conceptuelle, elle appréhende son objet de manière non erronée, a dit Cyril. Tout le monde est d'accord? Oui. Ok, et donc, si c'est une conscience qui appréhende son objet de manière libre de conceptualisation et de manière non erronée, c'est nécessairement une perception directe? J'accepte. Bravo! Et cette conscience auditive appréhendant le chant d'un oiseau est une conscience? J'accepte. J'accepte. C'est facile, c'est une conscience parce que? Parce que c'est une Parce conscience. qu'elle connaît Parce son qu'elle- objet. Parce qu'elle est claire et cognitive. Oui, si c'est clair et cognitif, c'est nécessairement une conscience. J'accepte. Bravo, on pourrait dire parce que c'est un impermanent, et ce n'est pas de la matière, c'est pas un composé non associé, etc., etc. Ah, bravo, vous assurez. Très bien, qu'est-ce qui pourrait être une conscience, mais pas une perception directe? Une conscience. Une conscience conceptuelle. Conscience conceptuelle, donc essayez d'être plus précis, quelque chose d'assez précis. Ouais, mais vous n'avez pas tort, ouais, mais quelque chose de plus précis parmi les différents types de cognition. Si par exemple, on disait une cognition inattentive, est-ce que ça irait ou pas? Bah oui. Ça irait. Une cognition inattentive est nécessairement une conscience, vous êtes d'accord? Oui. Et une cognition inattentive pourrait ne pas être une perception directe? Ah ouais? Donc ceux qui ont écouté le PEBA la dernière fois de Geshe Jakwara, est-ce qu'une cognition inattentive n'est pas l'une des divisions des perceptions directes? Bah, si, ça fait partie de la division septuple. Ouais, si. Ouais, non, si. Ah, et ça fait partie des divisions des perceptions directes. On a les perceptions directes qui sont des cognitions valides, perceptions directes qui sont des cognitions subséquentes, et des perceptions directes qui sont des cognitions inattentives. Donc, une cognition inattentive ne peut pas être une conscience qui ne serait pas une perception directe. Vous êtes d'accord? Oui. Ah, bravo! Très bien. Ça n'est pas possible. On ne peut pas la mettre là. Si on disait cognition subséquente, est-ce que ça irait ou pas? Non plus. Bah, du coup, non. Pourquoi? Parce que c'est une perception directe. Une cognition subséquente est nécessairement une perception directe. Non, bah non, elle n'est pas directe, justement. Ah, elle n'est pas nécessairement une perception directe. Parce qu'il y a des cognitions subséquentes Ils sont erronés. conceptuelles. C'est conceptuel. Exactement, le souvenir. Le souvenir est nécessairement une cognition subséquente conceptuelle. Ouais, ça joue? Ouais. Ok. Est-ce que ça va trop vite ou pas? Ça va. Non, Ça ça va? va. N'hésitez pas. Hein. Est-ce que tu peux juste préciser pourquoi est-ce que une conscience conceptuelle n'est pas une perception directe? Je crois que tout à l'heure, il y avait une question par rapport à ça. Alors oui, une conscience conceptuelle n'est nécessairement pas une perception directe, parce qu'une perception directe est libre de conceptualisation. Et une conscience conceptuelle n'est pas libre de conceptualisation. Ouais. Et une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Mais Ouais. pas nécessairement fausse. Mais pas nécessairement fausse. Bravo! Oh là là, il y a du lourd. Si on disait supposition correcte, est-ce que ça irait ou pas? Ce qui serait à la fois une conscience, mais pas. Ce qui serait une conscience, mais pas une perception directe? Ah, c'est conceptuel. Oui, elle est conceptuelle. Ouais, à partir du moment où il y a une supposition, il y a concept. Exactement, une Ouais. supposition correcte. C'est qui a la définition, qui se souvient qui a noté les définitions et tout ça? La dernière fois lors du PEBA? Moi, je me souviens de l'idée, mais je me souviens plus du terme Alors, exact. J'ai Mais en le gros, livre c'est là, si vous voulez, je peux lire le livre. Oui, c'est quoi l'idée générale alors, Cyril? Bah, l'idée, c'est qu'en fait, on pense que c'est vrai, mais on ne sait pas pourquoi. Oui, exactement. Ça veut dire que c'est une conscience qui est en accord avec la réalité, mais on ne sait pas pourquoi. Par exemple, si on prend un exemple assez simple, imaginons, vous êtes en train de vous balader en forêt. Vous avez une montre qui s'est arrêtée à 4 heures. Et comme par hasard, vous voulez savoir quelle heure il est. Et vous regardez l'heure à 4 heures. Ouais, mais votre montre est arrêtée à 4 heures. Donc quand vous regardez l'heure comme par hasard, le hasard fait bien les choses, vous regardez l'heure quand il est 4 heures. Et donc, si quelqu'un vous demande, tiens, il est quelle heure? Vous dites, bah tiens, bah, il est 4 heures. Regarde, c'est marqué sur ma montre. Donc c'est une supposition correcte, parce que votre conscience est en accord avec la réalité. Vous êtes d'accord? Mais elle n'est pas infaillible, parce que si 5 minutes après, vous redemandez encore quelle heure il est, vous regardez, ah, bah, il est encore 4 heures, là vous dites, ah,
il y a quelque chose qui ne va pas. La montre s'est arrêtée. Ouais, donc vous n'êtes pas vraiment sûr, est-ce que tout à l'heure il était 4 heures ou pas? Ouais. Malgré tout, tout à l'heure, à 4 heures, vous aviez raison. Mais vous ne saviez pas pourquoi. Vous passiez par un moyen détourné, qui n'était pas en accord avec la réalité. Votre montre était arrêtée. Vous êtes d'accord? Ouais, bravo. C'est un coup de bol. C'est un coup de bol. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, je me souviens, à l'école, quand il y avait les maths, je n'étais pas très fort en maths, et il m'arrivait de tomber sur le bon résultat. Mais mon calcul était complètement à côté de la plaque. Ouais. Et donc, c'était une supposition correcte, parce que le résultat était bon. Mais la façon dont j'étais passé dans mon calcul, c'était quoi? C'était un calcul faux, totalement faux. Ouais, et donc j'étais même surpris de savoir pourquoi mon résultat était bon d'ailleurs. Et donc maintenant je comprends pourquoi, parce qu'à l'époque c'était une supposition correcte. Ma conscience était en accord avec la réalité, mais elle est faillible au regard de la détermination de son objet. C'est ça la définition, non? Oui. Ouais, c'est une condition factuellement concordante, mais qui est faillible au regard de la détermination de son objet. Ouais, il y a beaucoup de mots, ouais, beaucoup de mots compliqués, mais si on voit ce que ça veut dire, vous regardez votre montre à 4 heures et elle s'est arrêtée à 4 heures, là vous savez ce que ça veut dire, ouais. Ouais, ça joue? Ça va pour tout le monde? Ok, waouh, cachez votre joie. Ok, si on disait le doute, est-ce que ça irait aussi ou pas? Oui. 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 Le doute, ça irait ou pas? Oui, c'est erroné, du coup. Ah, le doute, s'il est conceptuel, il est nécessairement erroné. Oui. Ah oui, d'accord. Ouais. Et il n'est nécessairement pas une perception directe. Oui. Ouais, parce qu'on doute, on se dit, tiens, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, etc. Ouais, donc on conceptualise. Ouais, vous êtes d'accord? Pourquoi c'est forcément... Oui. Je comprends pas pourquoi c'est forcément erroné, hein, le doute. On peut douter... Enfin, pourquoi c'est forcément erroné? Alors parce que un doute, c'est une conscience conceptuelle, ouais. On pense, tiens, c'est peut-être comme si, c'est peut-être pas comme ça, etc. Donc on pense, on conceptualise, ouais. Et une conscience conceptuelle, elle se trompe nécessairement à l'égard de son objet apparent. Ouais. Ah oui, C'est-à-dire d'accord. que quand on pense à une table, si vous pensez à une table, l'objet apparent de votre conscience conceptuelle, c'est quoi? L'image conceptuelle de la table. Ouais. Et cette image conceptuelle donne l'impression d'être une table sans être une table. Et donc, il y a quelque chose de distordu, il y a une erreur qui est là. Donc, une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. D'accord, ok, merci. Ouais. Bravo, bravo, bravo. Très bien, maintenant, qu'est-ce qui serait une perception directe et pas une conscience? Bah rien. Rien, le sujet rien, c'est une perception directe. Mais Donc c'est Ah, 3 qui ressemblent à 4. Impossible. 3 qui On avait ça, non? Ça, je sais pas si ça existe, 3 qui ressemblent à 4. Oui, si ça existe. Mais 3 qui ressemblent à 4, ça veut dire qu'il n'y aurait rien qui ne serait ni l'un ni l'autre. Si, il y a des trucs qui sont Ah, neutres, mais mais attends, là, on cherche d'abord qu'est-ce qui serait une perception directe et pas une conscience. Est-ce que Rien. tout le monde est d'accord avec Gabi? Oui. Comment? Est-ce qu'il est possible de trouver une perception directe qui ne serait pas une conscience? Non. Ce qu'on appelle les perceptions yogiques, est-ce qu'on pourrait dire que c'est lié à une conscience ou c'est quelque chose qui nous vient directement par la méditation? Est-ce que du coup la conscience vient avoir à faire la... Ah oui, une réalisation yogique, c'est une conscience qui réalise son objet. C'est nécessairement une conscience, Ok, non? d'accord. Perception yogique, ouais. Donc, en effet, on a tendance à se dire, bah, une perception directe est nécessairement un événement mental, est nécessairement une conscience, non? Ouais, vous êtes d'accord? Ok, bravo. Donc, en effet, il n'y a rien qui puisse être une perception directe et pas une conscience. Ouais. C'est 4 qui ressemblent à non, c'est 3. Et qu'est-ce qui ne serait ni une conscience ni une perception directe? La matière, par exemple. Non. Ah, la matière, Thomas, c'est pareil. Merci. Je suis une table. Ah bah tiens, justement, regarde. Oh, une table. L'essentiel que le sujet table n'est pas une conscience. J'accepte. Ok, table n'est pas une conscience parce que? Parce que c'est de la matière. Parce qu'elle n'est pas claire et cognitive, ouais, ou parce qu'elle est atomiquement établie, ou parce qu'elle est inanimée, enfin tout ce que vous voulez. Le sujet table n'est pas une perception directe. J'accepte. Oui. Table n'est pas une perception directe parce que? Parce que ce n'est pas une conscience. Parce que c'est pas une conscience. Si c'est pas une conscience, c'est nécessairement pas une perception directe. Vous êtes d'accord?
J'accepte. Voilà, alors là, c'est magnifique. Vous avez assuré, donc c'est bien. 3 Est-ce possibilités. qu'on pourrait dire, parce que c'est un concept, Une table est un concept. table, c'est un concept. Table est un concept, donc table n'est pas de la forme, table n'est pas de la matière. C'est pas parce que c'est. Table est permanente. Ah, ok. Table n'est pas un concept. Hein. Le D'accord. concept de table est un Ah concept. oui, ouais. ok, merci. Ok, bravo, bravo. 3 possibilités, vous êtes d'accord? Ça joue entre quoi et quoi? Entre conscience et perception directe. Ok, bravo. Bravo, bravo. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que ça va? Ouais? Ok. C'est un oui franc et déterminé. Hein. Oui, oui. Ok, bravo. On va continuer. Ben, j'y arrive pas. Ouais, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Ça s'affiche tout le temps. C'est bizarre. Ça le fait pendant les classes de révision aussi, non? Le HDMI, là? Ah oui, oui. Je parie que tu ne connais pas les 4 divisions principales des perceptions directes. Tu as raison de ne Ça pas y risque faire. d'être pire, ouais. On va changer. Mais... Ça risque d'être pire. Oh. On va plus Allez. les entendre ni rien. Continue. On arrive. Ah! Continue, monseigneur. Ah voilà, là c'est carrément mieux. Non, mais eux, ils voient, eux. Eux, ils voient, eux, rassure-moi. J'espère. Qui connaît les 4 divisions principales des perceptions directes? Ceux qui ont Je crois que je les étudié connais. Oui, je crois que je les connais. Il y attentivement, a autoconnaissante. Ah bah non, mais je peux pas les entendre parce que tu as changé le. Il faut pas changer. C'est bon, Surtout ça pas. Alors répétez. Oui, je pense peut-être autoconnaissante. Oui. Perception directe autoconnaissante, perception directe yogique, Oui. perception directe subséquente. Non. Non. Sensorielle Oui. et mentale. Et mental. Ah, bravo. Là, on a des étudiants sérieux, là. Attention. Hein. Très bien. Donc, si on les met dans l'ordre, en effet, donc, je dois les avoir ici dans l'ordre. La raison n'est pas établie. Sans que tu connais les 4 divisions principales des perceptions directes. Grave. Ok. Donne. Très bien. Perception directe sensorielle. Il y en a combien? 5. 5. Très bien. Wow. Il n'y a que des élèves très forts. La définition de perception directe sensorielle est une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Pourquoi? Parce que c'est une perception directe. Voilà, vous retrouvez la définition d'une perception directe, une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Ouais, vous êtes d'accord? Et il manque sensoriel. Donc, pour expliquer sensoriel, il y a qui est produite en dépendance de sa propre condition dominante non commune, faculté sensorielle physique. Ouais. Ok. Donc, faculté sensorielle physique, c'est facile. Ouais, ça veut dire que la faculté visuelle, elle se trouve au sein de l'œil. Ouais, c'est de la matière subtile, mais c'est de la matière. Et c'est physique. Ouais. Et pour ce qui est dans l'oreille, c'est pareil, dans le nez, c'est pareil, sur la langue, c'est pareil, et ce qui imprègne le corps tout entier, sauf les ongles et les cheveux. Ouais, c'est la faculté tactile. Ok. Et donc, quand on parle de la condition dominante, non commune, avant, on l'appelait souveraine. Ah, voilà. Et ça fait un peu royaliste. C'est un peu bizarre. Et il y a beaucoup de textes anglais, par exemple, la Vénérable Tuten Chögyam, quand elle compose des textes avec sa sainteté Dalai Lama, elle parle de dominant condition. Ouais. Il y a beaucoup d'érudits qui parlent de conditions dominantes. Nous, à la FPMT, on a fait une révolution terminologique grâce à Olga et Vénérable Tenzin Dorje, et on a parlé de conditions habilitantes, ce qui est mieux que souveraine, mais dominante, c'est peut-être même l'échelon supérieur. Donc, c'est pas très grave. Essayez de voir ce que ça veut dire. Pour avoir une perception sensorielle, vous avez besoin de 3 conditions. Ouais? Ok. Condition objectale, condition dominante et condition antécédente. Ces 3 conditions se réunissent et vous avez un effet, une conscience visuelle qui appréhende une langue. Ouais? Ok, donc condition objectale, comme son nom l'indique, c'est l'objet. Condition dominante, elle est dominante pourquoi? Parce que c'est elle qui décide si c'est une perception visuelle, si c'est une perception mentale, etc., parce que c'est en dépendance de cette condition-là, ouais, que on va avoir une perception visuelle ou une perception mentale, etc. Ouais. Et la condition antécédente, c'est un moment immédiatement antérieur de conscience, parce que vous le savez, la conscience n'est pas matérielle, ouais. Vous le savez ça.
Mhm. ne se divise pas en dimension spatiale, mais en nombre de moments. en nombre de moments, en moments séquentiels. Une conscience, c'est un continuum séquentiel, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'un moment de conscience ne dépend nécessairement du moment de conscience immédiatement antérieur, qui lui-même dépend du moment de conscience immédiatement antérieur, etc. C'est ça la condition antécédente. Ouais? Ouais, ça vous parle? Ok, bravo. Et donc, c'est ce qu'on étudie dans le chapitre 1er du Madhyamaka Shastra de Haryana Nagarjuna. Ouais, quand il analyse les conditions, il parle de ces conditions-là. Ouais, il parle aussi de la condition causale, qui est la cause en général, tout simplement. Ouais. Donc, quand on étudie Nagarjuna, ça nécessite d'avoir compris déjà ce qu'on évoque ici, là. Ouais? Ouais, ça vous parle? Ok, bravo, bravo. Hein? On a une 6e condition dominante. Oui, exactement. C'est un 6e type de conscience. Ouais, par exemple, la condition dominante qui serait un événement mental, une faculté mentale, va donner une perception directe mentale. Ouais. Ok, très bien, très bien. Et donc, c'est ça que ça veut dire quand on dit qu'il est produit en dépendance de sa condition dominante non commune, ça veut dire que la perception visuelle va être générée en dépendance, bien sûr, d'un objet visuel, d'un moment de conscience immédiatement antérieur, mais aussi de la faculté visuelle. C'est elle qui met en contact l'objet et la conscience, on peut dire. Ouais? Ouais, ça va? Ok, très bien. Et ensuite, on a les perceptions directes mentales. Ouais? Ok, donc définition de perception directe mentale, c'est similaire, sauf que la condition dominante non commune, c'est une faculté mentale. Et là, il y a marqué hétérocognition. C'est Yongzin Pulbuchok qui rajoute ça pour la distinguer de l'autocognition. Autocognition, hétérocognition. Ouais, c'est une cognition qui est tournée vers l'extérieur, ouais, qui appréhende autre chose qu'une conscience. C'est pour ça que autre chose que, en fait, elle pourrait appréhender une conscience, ouais, par exemple une clairvoyance. Une clairvoyance, c'est une perception directe mentale. Et cette clairvoyance peut lire l'esprit d'autrui. Et donc, dans ce cas-là, elle appréhende une conscience. Mais c'est une conscience qui appartient au continuum de quelqu'un d'autre. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est une hétérocognition, malgré tout. Ouais, ça vous parle? Ok. Là, ça paraît clair. Ah bon, ça va alors, c'est bien. Ok. À qui d'autre? À qui ça parle? Oui. Ok. Très bien. Donc là, on a dit condition objectale, condition dominante et condition antécédente. Ouais. Et donc là, sauf que la condition dominante n'est plus une faculté physique, c'est une faculté mentale. Bon là, bien sûr que c'est un flot bleu qui essaye d'illustrer la conscience, mais c'est pas possible puisque la conscience n'est pas matérielle. C'est juste pour montrer de la conscience là, ouais, un flot de conscience. Ok. Et donc ici, la condition dominante et la condition antécédente, en réalité, c'est une même entité. C'est le même instant de conscience. Le cerveau. Ah non, c'est pas le cerveau, parce que le cerveau, il est nécessaire pour n'importe quelle perception, et même pour la conception. Ouais. Donc là, c'est la condition dominante, c'est une faculté mentale. Faculté mentale, c'est un événement cognitif, c'est de la conscience. Ouais. Donc c'est n'importe quel instant précédent. Et la condition antécédente aussi, c'est n'importe quel instant antécédent. Donc ça veut dire que ces deux conditions dominantes et conditions antécédentes, c'est une même entité, mais deux isolats différents. Deux désignations différentes. Ouais. Ok. Très bien. Et donc, on peut avoir une perception mentale directe d'une mangue, c'est possible. Ouais. Ouais, ça joue. Alors, la perception. Oui. Non, je me demandais s'il y avait un exemple autre que la clairvoyance pour illustrer la perception mentale directe. Ouais. Et bien, justement, ça rejoint la question de Gilles. Ah, C'est que c'est ce qui est indiqué dans les textes. Acharya Dignaga et Dharmakirti disent qu'il y a des perceptions mentales indiquées en cette occasion et celles qui ne sont pas indiquées en cette occasion. Donc, il y a deux types de perceptions mentales. Donc, il y en a qui sont des clairvoyances, donc qui sont faciles à imaginer. Et il y en a qui sont à la fin d'un continuum sensoriel. Par exemple, vous regardez une mangue, comme là, visuellement, vous avez tout un train de conscience visuelle. Et à l'issue de ce train de conscience visuelle, vous avez un moment infinitésimal de conscience mentale qui appréhende le même objet, la mangue.
Et donc ça, c'est assez spécifique. C'est inattentif pour les êtres ordinaires comme nous. C'est inattentif, ça veut dire qu'on ne s'en rend pas compte. Mais certains vont expliquer que c'est le moment charnière entre la perception directe, visuelle, et la conscience conceptuelle qui va dire tiens, c'est une jolie mangue, tiens, elle irait bien dans mon panier de fruits, etc. etc. Ouais. Mais c'est quand même un argument faible, parce qu'on peut très bien penser à la mangue pendant qu'on la voit, pas nécessairement après l'avoir vue. On peut même y penser avant de la voir. On peut se dire tiens, je mangerais bien une mangue, et hop, on va aller la voir au marché. Mais stricto sensu, on ne peut pas penser à la langue pendant qu'on la voit. On peut y penser pendant qu'on la voit. Pas au même moment. Ah si, on peut avoir plusieurs consciences en même temps. Ah ouais? Oui, bien sûr. Non? Ben, Par exemple, là, regarde la mangue et essaie d'y penser, de dire tiens, elle est jolie, tiens, c'est une base commune entre rouge et jaune. bah, ça m'apparaît comme ça, mais ça c'est pas plein de moments, petits moments, petits moments, petits Il moments. n'y a pas besoin d'alterner. Par exemple, on peut très bien regarder un film et manger un popcorn en même temps et entendre ce que Oui, le là, dialogue, etc. en même temps. Ok. Ouais. Ok, très bien, très bien. Est-ce que ça joue pour tout le monde? Donc ça, Oui. ce moment infinitésimal de perception mentale directe est remis en question par les maîtres Madhyamika, comme Acharya Chandrakirti. Ouais, si vous lisez les deux vérités selon les 4 écoles de Geshe Dreyfus, il y a tout un passage là-dessus qui est très intéressant, où il dit que c'est presque fabriqué d'une certaine manière par les maîtres de la logique, Acharya Dignaga et Dharmakirti, pour ne pas avoir à accepter qu'une perception mentale puisse être conceptuelle. Donc il y a beaucoup de débats là-dessus, mais je ne vais pas aller trop dans les détails. Ok, très bien. Ensuite, les perceptions directes autocognitives. Ouais. Donc là, comme vous l'avez vu, il y a le papier carbone. Le papier carbone, on va essayer d'y revenir sur cette perception directe autocognitive. La définition, c'est un aspect appréhendant, libre de conceptualisation et non erroné. Ouais. Ouais. Oui. Ok. Donc on va voir ce que ça veut dire. Libre de conceptualisation et non erroné, c'est parce que c'est une perception directe. Ouais. Ok. Et ensuite, que veut dire l'aspect appréhendant? Ok. Donc on va essayer de voir ça. Très bien. Donc, on va déjà voir le problème avant de voir la solution. Le problème, c'est vous avez la mangue qui est une condition de la perception. Vous êtes d'accord? Ouais. De la perception visuelle. Si c'est une condition, elle doit exister avant son effet. Ouais. Ouais. Nécessairement. Une cause doit exister avant son effet. Vous avez d'abord la cause et vous avez ensuite l'effet. Ouais. Eh bien, vous avez d'abord la mangue et ensuite vous avez la conscience de la mangue. Ouais. Ensuite, vous avez le second moment de la mangue qui va engendrer le second moment de la perception de la mangue. Et donc, c'est nécessairement, ça alterne. Et donc, il y a un intervalle temporel. Il y a un trou. Il y a un intervalle temporel. Vous avez d'abord la cause, ensuite vous avez l'effet. Quand vous avez l'effet, vous avez une perception de la mangue. Et au moment où vous avez la perception de la mangue qui était la cause de votre perception a déjà cessé. Donc, ça veut dire que vous appréhendez un non-existant. Vous percevez un non-existant. Parce qu'au moment où vous avez votre conscience visuelle qui appréhende la mangue a déjà cessé. Mhm. Non. Parce qu'il y a un gap, il y a un intervalle temporel. À la mangue originale. Le moment Le moment précédent de la mangue a cessé. Et donc, il faut régler ce problème temporel. Oui? Est-ce que c'est la même histoire qu'on voit une étoile quand on voit l'étoile, elle a déjà disparu? C'est de ça dont on parle? Exactement, c'est le même principe, sauf que pour l'étoile, c'est beaucoup plus flagrant, parce qu'il y a des milliers d'années qui se sont passées entre les deux, alors que là, il y a juste un instant infinitésimal. Mais il y a quand même ce décalage, il y a d'abord la cause, puis l'effet. Ouais, la cause et l'effet ne peuvent pas coexister. Mais quand on dit que la mangue n'existe plus, enfin, je ne sais pas quel terme vous avez utilisé, en fait, c'est plus de la même manière où on l'a vu le premier instant, parce que si on la regarde à nouveau, elle est bien encore là. Mais Oui, elle n'est plus la exactement. même qu'au premier instant. C'est ça. Tout à fait, elle n'est plus la même, exactement. C'est-à-dire que l'instant qui a causé la conscience, cet instant, vu qu'il est la cause de la conscience, doit cesser. Parce qu'une cause doit cesser avant son effet. Ouais. Et donc, chaque instant de la mangue laisse place à un instant ultérieur. C'est pareil pour la conscience. Ouais. Et donc, les maîtres Sautrantika et on va dire des autres écoles vont dire qu'ils vont essayer de régler le problème avec l'aspect. L'aspect, ça c'est très important. Ça veut dire que quand on appréhende la mangue, notre conscience, d'une certaine manière, prend la forme de la mangue. C'est-à-dire que la mangue, elle projette un aspect à la conscience. Ouais, l'aspect, c'est un terme technique. C'est pas nécessairement l'aspect
On verra dans l'Abhissamaya Alamkara ou dans d'autres contextes, c'est pas la même chose. Ouais. Là, c'est l'aspect, c'est la conscience qui prend la forme de cet objet. Et donc, ça veut dire que la conscience appréhende cet objet en temps réel, puisque cet objet se trouve dans la conscience d'une certaine manière. La conscience prend la forme de cet objet. Et donc, l'intervalle temporel est réglé de cette manière-là. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, et cet aspect, il a deux faces, comme une pièce. Il y a un aspect appréhendé et l'aspect appréhendant. L'aspect appréhendé, c'est ce qui est tourné vers l'objet, et l'aspect appréhendant, c'est ce qui est tourné vers le sujet, vers la conscience elle-même. Et c'est nécessairement pas conceptuel. C'est nécessairement une autocognition qui est non dualiste, qui est directe et non dualiste. Ouais, c'est comme la pâte à modeler ici. La pâte à modeler, elle prend la forme de la clé. Donc, ce qui est tourné vers la clé, vers la forme de la clé, c'est l'aspect appréhendé. Et la pâte à modeler elle-même, ça va être l'aspect appréhendant. Et donc, les Sautrantika vont dire que l'autocognition est nécessaire pour le souvenir du sujet lui-même, pas pour le souvenir de la mangue, mais pour le souvenir du sujet. J'ai vu une mangue. Ouais, si on dit j'ai vu une mangue, c'est qu'on se souvient de soi-même en train de percevoir une mangue. Et donc, c'est pourquoi notre conscience visuelle qui appréhende une mangue doit se percevoir elle-même en train de percevoir la mangue. C'est ça l'autocognition. Ouais, ça vous parle? Ah, ça c'est magnifique. C'est magnifique. Et donc, c'est accepté par les Sautrantika, par les Chittamatrins, mais chez les Madhyamika, il y a des débats. Ouais, les Prasangika ne les acceptent pas, ces autocognitions. Et ça, c'est pas très grave. C'est pour essayer de prouver le sujet, le souvenir du sujet lui-même. Ouais. Les Prasangika vont expliquer autrement. La théorie de l'aspect. Les Prasangika ont tendance à accepter l'aspect, mais Geshe Dreyfus dit que c'est pas très explicite dans les textes de Acharya Chandrakirti. Il ne les réfute pas ouvertement. Donc, est-ce qu'il les accepte ou pas, c'est pas parce qu'on ne les réfute pas qu'on les accepte, en fait, mais c'est pas très clair dans les textes. En tout cas, Prasangika. Et la perception directe yogique, c'est celle vers laquelle nous tendons tous, ouais, dans la voie bouddhiste. C'est celle qui doit gagner la bataille. Gagner la bataille. Allô? Ça fait un écho. Il y a l'écho là. Ouais, il y a l'écho là. Je ne sais pas chez qui c'est parce que je ne vois pas les caméras qui s'allument quand il y a du bruit, quand il y a du son. Ah, ça a l'air d'être calmé. Ok. Il y a peut-être un. C'est ça l'Arsène. Ouais, il y a un micro qui est trop fort chez je ne sais pas chez qui. Là, ça va. Là, c'est bon. À peu près. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de se connecter parce que moi, j'ai eu du mal à me connecter. Ah, Gina, bonjour. Bonjour. Salut. Ah bah, c'est ouais, la connexion, mais j'y connais rien par contre. Je peux juste envoyer le lien et c'est tout. Ok, bienvenue. T'es là depuis quand? Oh, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Ok, donc t'as pas loupé l'autocognition. Ah ben ça va alors. Bon, ça va alors, très bien. Ok, donc perception directe yogique. Est-ce que vous vous souvenez de la définition? Un petit peu. Oui, bravo Cyril. Oh là là, ça c'est cool. Je dirais que c'est une perception directe, donc une cognition non conceptuelle et non erronée, mentale, qui est issue de l'union de Shamatha Vipassana. Waouh, très bien, bravo, bravo. Ok, donc on va voir, en effet, c'est très proche. Donc une sagesse, c'est parce qu'en tibétain, Khyemba, c'est l'honorifique. C'est l'honorifique pour sagesse, ouais, ça veut dire que c'est une sagesse, c'est pas une conscience ordinaire, c'est une sagesse supérieure, hétérocognitive. Là encore, Yongzin Purvuchok rajoute cela pour la distinguer de l'autocognition. Ouais, ok, donc c'est juste pour ça. Ensuite, libre de conceptualisation et non erronée, comme tu l'as dit, parce que c'est une perception directe. Dans le continuum d'un Arya, ouais, un Arya, c'est qui? C'est quoi? Ça mange quoi l'hiver? C'est quoi un Arya, justement? Alors, c'est quoi un Arya qui a une idée? Bah, c'est quelqu'un qui a atteint l'éveil. Ah, alors quelqu'un qui a atteint l'éveil est nécessairement un Arya. Mais si c'est un Arya, c'est pas encore nécessairement quelqu'un qui a atteint l'éveil. C'est quelqu'un qui a réalisé la vacuité? Alors, on pourrait dire pour les Mahayanistes, oui, pour les Mahayanistes. Oui. Pour les Sautrantika ici, la vacuité n'existe pas. Ah. Il a réalisé le non-soi. Oui, la personne. Le non-soi. Ah ben oui, c'est de la personne. Réaliser une personne, c'est facile. Moi, je réalise une personne. Est-ce qu'il faut être un bodhisattva? C'est pas de la carotte. De la personne, bravo.
Ok. Donc, un arya pour les Vaibhashika et les Sautrantika, ici on s'appuie chez les Sautrantika. Ouais, un arya, c'est quelqu'un qui a réalisé directement, de manière yogique, les 4 nobles vérités et les 16 aspects des 4 nobles vérités. Ouais. Vous les connaissez par cœur, bien sûr, les 16 aspects des 4 nobles vérités. Ah, ces aspects, Ok, pas au évident. moins les 4 premiers. La souffrance. Oui. C'est la souffrance. De la souffrance. La vérité de la La souffrance. vérité de la souffrance, de l'origine Alors, de la souffrance, Ok. de la Ok. cessation et du le chemin. Ok, donc ça, c'est les 4 nobles C'est la vérités. vérité. Ouais. Oui. C'est les 4 nobles vérités. Ah, celui Ok. Et les aspects. Et chaque vérité a 4 Chacune en aspects. a 4. Ouais. Ok. Et donc, un arya doit réaliser les 4 aspects de chacune des 4 nobles vérités. Donc, doit réaliser directement l'impermanence, la souffrance, le vide et le non-soi, la production, etc., les causes, conditions, etc. Ouais. Et donc, ça, c'est chez les Sautrantika, c'est-à-dire chez les Sautrantika, et même toutes les écoles sauf Prasangika, pour être un arya, il faut nécessairement avoir une réalisation yogique directe. Ça veut dire qu'une réalisation yogique n'existe que dans le continuum d'un arya pour les non-prasangika. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle on fait tout le lorig du point de vue sautantrika, justement? Et pourquoi pas du point de vue des madhyamika, prasangika, par Ouais, exemple? il y a une forte nécessité parce que c'est plus basique et il y a énormément de choses qui vont être acceptées ailleurs. Ouais. Et ça veut dire que on se familiarise avec des points assez. Bon, c'est quand même subtil là, hein, mais pour les prasangika, c'est assez basique. Et une fois qu'on gravit un échelon avec une école supplémentaire, on va garder certaines choses et remettre en question certaines autres. Ouais. Et par exemple, si tu as un exemplaire de Apparence et réalité de Guy Newland, où il existe toujours en anglais, il mentionne à un moment donné 5 bienfaits du fait d'étudier le Sautrantika. Ouais. Du point de vue des 2 vérités, du point de vue de la conscience conceptuelle, du point de vue des phénomènes spécifiquement caractérisés qui vont être la cible de Adya Nagarjuna, etc. Ouais. Donc il y a beaucoup de bienfaits à étudier le Sautrantika d'abord, et ensuite on peut comparer avec les écoles plus subtiles et garder certaines choses aussi. Ouais. Ouais, par exemple, les prasangika vont dire que quelqu'un qui a une réalisation yogique directe n'est pas nécessairement un arya. Quelqu'un qui réalise l'impermanence subtile directement, grâce à une réalisation yogique directe, n'est pas encore un arya. Ah bon? Ouais, ouais, exactement. Il faut réaliser la vacuité directement pour être un arya pour les prasangika. Ouais. Les 2 types. La vacuité la plus subtile, la vacuité d'existence inhérente, ouais, de la personne et des phénomènes. Ouais. Ok, et donc là, chez les Sautrantika, si c'est une réalisation yogique directe, c'est nécessairement dans le continuum d'un arya. C'est pourquoi c'est marqué dans cette définition. Ouais, ouais, ça joue. Ok, bravo. Et la condition dominante non commune, en effet, c'est un samadhi, c'est une concentration, ouais, une absorption méditative qui est l'union de shamatha et de vipassana. Ouais. Donc vous entendez souvent parler de vipassana en pali parce que c'est beaucoup moins, dans la tradition du Theravada, c'est beaucoup moins discursif, c'est beaucoup plus expérientiel, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est beaucoup moins intellectuel. Mais dans le Mahayana, vipassana en sanskrit, c'est beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus discursif, beaucoup plus analytique. Et Ok. on peut dire la vue profonde aussi pour Vipassana. Ça dépend parce qu'on pourrait dire que un Theravada pourrait réaliser la vacuité prasangika, ouais, grâce au vipassana mahayaniste. Ça veut dire que le véhicule et la vue sont 2 choses différentes. Ouais. Donc on peut pratiquer un véhicule et avoir une vue d'un autre véhicule. Ouais. Il y a 4 possibilités entre pratiquer un véhicule et avoir la vue d'un véhicule. Ouais. Ok, donc ça, on le verra peut-être pour la saison 4, quand on étudiera les écoles philosophiques, peut-être. J'espère, on verra bien. Très bien. Ok, très bien. Donc on va jouer à nouveau. Ouais, ça va jusqu'à maintenant. Donc on a vu les 4 perceptions directes qui sont Sensoriel, yogique, Mental. Ouais. Voilà, exactement. Très bien, sensoriel, mental, autocognitive ou autoconnaissante et yogique. Ouais, ça joue? Oui. Est-ce que c'est par rapport au niveau de subtilité que tu les cites, qu'on les cite ou... Ouais. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que c'est dans cet ordre-là parce que yogique, c'est celle vers laquelle on tend sur la voie. Et sensoriel, c'est plus facile on est tout le temps dans les sens la plupart du temps. Dans les sens LES, l'apostrophe.
Ok. C'était quoi la question? Il s'ensuit que alors je répète, calmez-vous. Il s'ensuit que si c'est une condition valide directe, c'est nécessairement l'une des 4 perceptions directes. Ben, j'accepte. Gabi accepte. Thomas accepte. J'accepte. J'accepte. Oui, j'accepte. Oui. Christine, Cyril, il y a beaucoup de gens. Stéphane, Edith, Oui, oui. Oui. Valie. Oui. Et puis, Oui, qu'est-ce oui. d'autre? Je n'ai pas tous les noms, hein, c'est pas grave. Tout le monde accepte. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Si c'est une condition valide directe, c'est nécessairement l'une des 4 perceptions directes. Ouais, c'est un petit peu marqué dedans. Ouais. Ok, donc lui, il va dire, j'accepte, exactement comme vous. Ouais, on a encore du temps. Oui, on a encore du temps. Ok, on va essayer de terminer ce débat-là et puis on va pas aller jusqu'à 10 heures ce soir, j'espère. On va voir. Ok. Il s'ensuit que tu connais la définition d'une condition valide. J'accepte. J'accepte. Ok. Ouh là là, on a des enthousiastes. Qui a la définition d'une condition valide? Condition libre de condition libre de oh là là de conceptualisation. Ah, donc une condition valide est nécessairement directe. Non, Donc quand le grand énorme, la Charlie Adalma qui a dit Non, Chelgiani, je pense Semani. pas. Il a dit parce qu'il y a 2 types d'objets de Valide, compréhension, il y a 2 types de conditions valides. Et c'est- Et nouvellement. non, Oui. c'est parce qu'elle réalise son objet. Exactement. C'est Elle doit réaliser son objet nécessairement, mais nouvellement. Nouvellement. voilà, nouvellement. Ok, j'accepte, donc donne, ok. Condition J'étais nouvelle pas et loin. infaillible. Hein? J'étais pas loin. J'ai dit Exact. condition libre de conceptualisation et puis il fallait rajouter nouvellement. Voilà. Alors ça veut dire que pour être infaillible, il faut être nécessairement libre de conceptualisation. Non, ça peut être inférentiel. Ah, ça peut être inférentiel. Ça peut être la chance aussi. Non. La chance, non. Ça n'entre pas en ligne de compte. Ok, et c'est bien de garder la définition. Cognition nouvelle et infaillible, ouais. Cognition nouvelle et infaillible, c'est la définition donnée bien sûr par Yonzin Popochok, mais par d'autres maîtres aussi. Ok, donc Pramana, ouais, en sanskrit, Sema en tibétain, ça veut dire autorité valide, ça veut dire fiabilité, ça veut dire cognition valide aussi, ouais. Ok, donc ça dépend du contexte. Ouais, par exemple, le Bouddha est considéré comme Pramana, comme autorité valide aussi, ouais. C'est pas une cognition valide, le Bouddha. Ok, et donc pour les Sotrantika, ouais, pour les non-prasangika, on va dire. Pour les non-prasangika, le pra de pramana, c'est pratama en sanskrit, c'est un adjectif qui veut dire premier. Ouais. Et pour les prasangika, c'est pradhana, ça veut dire principal. Donc c'est pourquoi il y a une définition très différente entre la condition valide chez les non-prasangika et les conditions valides chez les prasangika. Ouais, ok, très bien. Donc là, on va voir, c'est une condition nouvelle infaillible. Pourquoi nouvelle? Donc condition, c'est facile. Pourquoi nouvelle? Parce que vous avez, attention, les effets spéciaux de chez Pixar. C'est le premier, Oui. le premier regard, de l'objet. Et là, on est presque dans Hogwarts Legacy. Ah ouais, là, c'est Harry Potter. En effet, vous avez, par exemple, vous regardez un rayon lumineux, etc. Vous avez le premier moment, le second moment et le troisième moment. Donc, le premier moment, qui est observé par cette perception visuelle, c'est cette conscience visuelle qui réalise ce premier moment, c'est une cognition valide. Ouais. Parce qu'elle réalise nouvellement son objet. Ouais. Mais on pourrait se poser la question, par exemple, ce premier moment d'une cognition subséquente, il réalise nouvellement son objet, puisque c'est le premier moment d'une cognition subséquente. Donc, ça deviendrait une cognition valide, alors? Ok, donc là, vous avez ici le premier moment. Donc, quand vous avez une conscience qui réalise nouvellement son objet, c'est une cognition valide. Et les cognitions qui sont subséquentes, on les appelle les cognitions subséquentes. Ah, oui, ok. Il n'est pas forcément valide. Elles ne sont nécessairement pas valides pour les non-prasangika. Parce que pour les non-prasangika, ils disent pratama, ça veut dire le premier moment. Ouais, et donc les moments 2, 3, etc. ne sont plus des cognitions valides, ce sont des cognitions subséquentes qui réalisent ce qui a déjà été réalisé. C'est ça que ça veut dire une cognition subséquente. La définition, c'est une cognition qui réalise ce qui a déjà été réalisé. Ouais. Donc les moments 2 et 3 sont des cognitions subséquentes. Ouais.
Donc, vous prenez le premier moment d'une condition subséquente, c'est un premier moment qui réalise quelque chose. Et donc, ça veut dire que ça devient une condition valide? Une interrogation? Mais c'est le premier moment qui compte. Oh. Alors, Ça si on- reste. Oui, je vous ai coupé la chic, désolé. Si on dit que c'est le premier moment, ça pose question. C'est pourquoi le grand et noble, quel objet, dans son texte, l'ornement des 7 traités, qui a été traduit en anglais par Vénérable Geshe Namdak et Geshe Lektrop. C'est magnifique, hein, ce texte-là, franchement. Ça donne beaucoup d'indications. Il dit la définition d'une condition valide, c'est plus une condition nouvelle et infaillible. Il dit c'est une condition, une conscience, qui est infaillible quant à l'objet de compréhension qu'elle a elle-même parfaitement déterminé par son propre pouvoir. C'est ça que veut dire nouveau. Ok. Donc là, j'ai souligné déterminé, mais j'aurais dû souligner par son propre pouvoir. Autant dit nouvelle et infaillible, une condition nouvelle et infaillible, parce qu'elle réalise son objet par son propre pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ouais, et non pas par le pouvoir d'une condition antécédente qui l'aura occasionné. Ouais, c'est ça que ça veut dire, une condition nouvelle. C'est pas nécessairement nouvelle en termes de temporalité, c'est nouvelle dans le sens où c'est par son propre pouvoir qu'elle réalise son objet. Ouais, ça vous parle? Et donc, ça veut dire que le premier moment d'une condition subséquente n'est nécessairement pas une condition valide parce qu'elle ne réalise pas son objet par son propre pouvoir, mais par le pouvoir de la condition valide qui l'a occasionnée, ouais, qui l'a précédée. Très bien, donc parfaitement déterminé, ça nous permet de comprendre infaillible, ouais, déterminer son objet. C'est-à-dire une condition nouvelle et infaillible. Ouais, infaillible, ça veut dire une condition qui détermine son objet, qui comprend son objet, qui identifie son objet, qui certifie son objet et qui réalise son objet, qui tranche les surimpositions. C'est ça que ça veut dire. Trancher les surimpositions. Atteindre son objet déterminé. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Donc là, c'était pour la théorie. Maintenant, on va continuer de jouer jusqu'à... voilà, on a encore peut-être 5 minutes. On va essayer de terminer là-dessus. Ouais, ça vous dit? Oui. Okay. Très bien. Donc là, on a vu la définition d'une condition valide qui est Une condition Condition qui réalise son objet l'appel à un ami. nouvellement. Une condition valide, c'est quoi? Qui réalise son objet nouvellement. Parce que juste nouvelle et infaillible, ça suffit pas. Hein? Nouvelle et infaillible, les nouvelles du matin, quand vous lisez les nouvelles à France 24 le matin, c'est nouveau et c'est infaillible. Mais c'est pas une condition valide. Très bien. C'est quoi la définition d'une condition valide? Nouvelle condition nouvelle Une condition nouvelle infaillible. Maintenant, la définition d'une condition valide directe. Une condition nouvelle et infaillible, libre de conceptualisation. Voilà. Et certains disent non erroné, par exemple. Et non erroné. Exactement. Du coup, une conception subséquente est erronée, mais pas nécessairement fausse. Une conception? Une condition subséquente. Une condition subséquente est erronée, mais pas nécessairement fausse. Elle n'est pas nécessairement erronée. Mais c'est pas direct. Elle peut être directe. Par exemple, le deuxième moment d'une perception visuelle, c'est une condition subséquente, elle est directe. Ouais. Donc ça, on les verra, bien sûr. On les verra. Mais elle n'est pas valide, parce qu'elle n'est pas nouvelle. Oui, exactement. Ça, c'est pour les écoles. Donc, une condition libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Et là, il n'y a pas non erroné. Mais dans certains textes, si vous lisez Lati Rinpoche, par exemple, le vendredi matin, dans quelques semaines, on va étudier Connaître l'esprit de Lati Rinpoche, et on verra que dans le manuel qu'il commente, il y a marqué non erroné aussi. Mais on pourrait se dire, il n'y a pas besoin, parce que si c'est une condition qui est libre de conceptualisation, et si elle est infaillible, elle est nécessairement non erronée. Bah oui. Donc c'est pourquoi on pourrait débattre là-dessus. Ok, donc une condition nouvelle infaillible, c'est la définition d'une condition valide. Maintenant, une condition valide directe, et ben, en plus de ça, elle est libre de conceptualisation, tout simplement. Ouais, ça joue? Oui. Ok, bravo. Libre de conceptualisation, nouvelle et infaillible. Sans que tu connais la différence entre une condition non erronée et une condition valide. Ah, bah là, je vous ai réservé le praliné pour le dernier débat. Yes. Le dernier débat de cette soirée. Condition Non erronée, condition non erronée, condition valide, combien de possibilités? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent? 3 possibilités, 4 possibilités, 5 possibilités? Je dirais 4. 4 pour Gabriel. 4 aussi pour, c'était qui, Stéphane? Stéphane, oui. Oui. Qui dirait 4 aussi, qui aurait l'audace de dire 4 encore?
Attends. Je ne sais pas ce que c'est que ces 4 là. Non, pardon. Ça veut dire quoi 4 Moi, c'est 3, non? Trois possibilités. Trois possibilités. Comment j'arrive à vous influencer? Non, t'influences rien, j'ai réfléchi par moi-même là. Ok, bravo. Ça, c'est exactement ce qu'il faut. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est défenseur, pour commencer un débat, qu'est-ce qu'on doit faire pour comparer deux phénomènes? Qu'est-ce qu'on doit d'abord chercher? Ce qui est commun. Le sang. Il y a... Ce qu'il y a au milieu, des bases Une base communes. commune. Parce que s'il n'y a pas de base commune, ça veut dire quoi? Que le reste est... Contradictoire. Il en reste C'est deux. contradictoire. On a trouvé la solution, que c'est contradictoire. Ouais, si ça existe, si c'est différent, que c'est sans base commune, c'est contradictoire, vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Et donc, on doit d'abord chercher s'il y a des bases communes ou pas. S'il y en a, c'est pas contradictoire. Ok. Est-ce qu'il y a des bases communes entre cognition non erronée et cognition valide? Oui. J'accepte. Ok, par exemple? Le premier moment de la conscience tactile qui appréhende la sensation chaud et brûlante du feu. Ok, je sais pas si j'aurai de la place de tout mettre. Hein. J'ai mis, imaginons qu'on mette conscience auditive réalisant le chant d'un oiseau. Est-ce que ça irait ou pas? Oui. Je crois que ça suffit irait. pas. Ah, ça suffirait pas pour Gabi? C'est pas satisfaisant pour Gabi? Il manque le premier moment. Ah, il manque le premier moment. Parce que sinon, ça pourrait très bien être une cognition subséquente. Ouais. Et c'est pas une cognition valide pour les sauts 36 cas. Bravo! Donc, réalisant nouvellement le chant d'un oiseau. Ça joue pour tout le monde? Oui. Ok, une conscience auditive réalisant nouvellement le chant d'un oiseau. Maintenant, qu'est-ce qui serait une cognition non erronée, mais pas une cognition valide? Une cognition conceptuelle non erronée? Ouais. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'une cognition... Attends. Non. Une Une cognition cognition, conceptuelle non, non il faut, Elle est non, toujours pardon. erronée. Non, oui, non. J'ai confondu les deux cercles. J'ai mélangé les deux. Je me suis mélangé les deux cercles. Une cognition non erronée. Une cognition. Le deuxième moment de la conscience auditive réalisant le chant d'un oiseau. Ah, ok. Imaginons qu'on dise le doute. Est-ce que vous serez d'accord ou pas? Oui. Ah, Thomas est d'accord. C'est non erroné, mais c'est pas forcément... Ah ben non, parce que si c'est... Non, je sais pas. Le doute n'est pas conceptuel alors. Je doute. Tu doutes que le doute soit conceptuel? Non, le doute est conceptuel, donc ça Le marche doute est pas. conceptuel et donc il est nécessairement Erroné. Exactement. Bravo, donc le doute n'irait pas. Maintenant, la supposition correcte, ça irait ou pas? La supposition, c'est erroné. Elle est nécessairement erronée. Même Oui. si elle est factuellement concordante, elle est erronée. Pourquoi? Parce qu'elle est conceptuelle. Bravo. C'est cognition subséquente. Est-ce que ça irait ou pas? Pas pour les sauts. Alors, en effet, c'est pas une cognition valide, donc c'est pas dans le cercle bleu. Non. Est-ce que c'est une cognition non Ça erronée? peut être non erroné, oui. Ça peut l'être ou c'est nécessairement? Il faut que ce soit une cognition directe subséquente. Alors, Une cognition sensorielle subséquente. Voilà, par exemple, sensorielle ou en tout cas une perception directe. Ouais. Parce que là, une cognition subséquente peut être erronée. Par exemple, un souvenir, c'est une cognition subséquente conceptuelle. Ok, donc j'ai mis le second moment d'une conscience auditive réalisant le chant d'un oiseau. Ça joue ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Exactement, bravo. Oui, exactement. C'est Gabi la télépathe. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord? Le second moment, c'est pas une cognition valide. Pourquoi? Parce que c'est une cognition subséquente. Elle ne réalise plus nouvellement son objet. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Et pourtant, elle est non erronée. Parce qu'elle est non conceptuelle. Et elle ne se trompe pas à l'égard de son objet apparent. Une cognition subséquente, c'est qui réalise un objet directement. Elle n'est nécessairement pas erronée. Très bien. Maintenant, une cognition valide qui ne serait pas une cognition non erronée. Conceptuelle. N'importe quelle conscience conceptuelle? Par exemple, la conscience conceptuelle qui appréhende le sang comme étant permanent, c'est une cognition valide? Une cognition conceptuelle valide. Une cognition conceptuelle valide, c'est laquelle? La perception directe? Non, alors, conceptuelle. Conceptuelle. C'est inférentiel, quoi. Inférentiel. Ouais, merci. Inférentiel, parce que pour Yongzin Pulbuchok, la cognition inférentielle est nécessairement une cognition valide. Mais pour la Majitsumpa, pour Panchen Lagwapa, etc., ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a des cognitions inférentielles subséquentes pour les autres manuels, mais celui qu'on étudie à la FPMT pour le basic programme, si c'est une cognition inférentielle, c'est nécessairement une cognition valide.
Ouais, donc on insistera plus là-dessus s'il y a encore du monde la prochaine fois. Ok, donc condition inférentielle réalisant la permanence du son. Est-ce que c'est une condition valide? Oui. Oui. Oui, pour Input Bootstrap, oui. Est-ce que c'est une condition erronée? Oui. Oui, parce qu'elle est Conceptuel. conceptuelle. Bravo. Et est-ce qu'il pourrait, parmi les conditions, pas la corne de lapin, hein, mais parmi les conditions, ni une condition non erronée, ni une condition valide? Une condition Les non conditions erronées, tout simplement. Oui, mais pas n'importe laquelle. Il ne faut pas que ce soit une condition valide. La cognition, Ah. le second moment de la cognition inférentielle réalisant la permanence du son. Par exemple, Gilles dit la condition fausse qui pense que le son est permanent. Ouais. Si on mettait condition inattentive, est-ce que ça irait ou pas? C'est une perception. Est-ce qu'elle est erronée, non erronée? Elle n'est pas nécessairement non erronée, la cognition inattentive. Ah, elle n'est pas nécessairement non erronée, donc ça veut dire qu'elle peut être erronée. Oui. La cognition inattentive peut être erronée. Oui. Elle peut se tromper. Elle peut se tromper sur son objet, oui. L'engagement. Alors, la cognition inattentive, on les a pas encore vues d'une manière assez étendue, mais on les verra la prochaine fois. C'est que c'est une cognition qui a pour objet d'engagement un phénomène spécifiquement caractérisé, donc un impermanent, et qui n'est pas capable d'engendrer une certitude au regard de son objet d'engagement. Donc, quand on parle d'un impermanent, il faut que ça existe. Ouais, donc ça veut dire que son objet d'engagement, c'est un existant nécessairement. Et donc, elle appréhende directement cet impermanent, mais elle n'est pas capable d'engendrer une certitude par rapport à ça. Donc, elle n'est pas erronée, mais elle n'est pas capable de réaliser son objet. Elle ne réalise pas son objet. Donc, ce n'est pas une condition valide, mais elle n'est pas erronée pour autant. Ouais. Donc, est-ce que ça jouerait? Bah oui. Est-ce que non, ça ne jouerait pas. Bah oui, du coup, Parce non. que c'est une condition erronée, donc ça ne peut pas jouer, pardon. Est-ce que quand, du coup, on médite sur la précieuse renaissance humaine, mais qu'on ne réalise pas la précieuse renaissance humaine, on a une cognition inattentive? Non, parce que la précieuse existence humaine ne nous apparaît pas. Et on médite conceptuellement dessus. Ouais. Donc si c'est conceptuel, ça ne peut pas être une condition inattentive. Ouais. Est-ce que le doute irait ou pas? Oui, c'est erroné. C'est erroné parce que c'est conceptuel. Est-ce que le doute est une condition valide? Non. Non, bravo. Ou supposition correcte, ça irait aussi. C'est erroné, c'est pas une condition valide. On pourrait mettre condition fausse conceptuelle, etc. Bravo, ça fait 4 possibilités. Entre quoi et quoi? Entre cognition non erronée et cognition valide. C'est-à-dire que si c'est une cognition valide, c'est pas nécessairement non erroné. Ça peut être erroné. C'est ça qu'on apprend déjà chez le Sautrantika. Et ça nous aidera à comprendre le Prasangika. Pour le Prasangika, toutes nos consciences qui ne sont pas des réalisations directes de la vacuité sont erronées, et pourtant elles peuvent être des cognitions valides. Ça nous aide aussi à comprendre ça. Ouais, ça vous parle? Waouh, bravo! Vous avez assuré. Waouh, c'est magnifique. Une fois de plus, c'est super. Ah, ça fait du bien de Donc, voir. s'il y a encore des choses un peu compliquées, vous pouvez revoir la vidéo et je mettrai le PDF des diapos sous la vidéo et comme ça, vous pourrez revoir tout ça. Et il faudra qu'une prochaine fois, on puisse voir les objets parce que c'est très important aussi. Ouais. OK? Merci à tous. C'était un vrai plaisir de jouer avec ça et avec vous. C'était super. Bravo, bravo. Merci. Merci à toi. La prochaine fois, ce Merci. sera Au revoir. dans 15 jours, je crois. Ouais. D'accord. À dans 15 jours. Ciao. Au revoir. À dans 15 Au jours. revoir. Ciao, ciao. Merci. Voilà.